C'est aberrant, c'est choquant. Les informations que je vais partager avec vous dans cette vidéo vont vous paraître presque irréelles, tellement c'est tiré par les cheveux. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous savez qu'un tiers des pays du monde est soumis aux sanctions américaines? Le monde compte environ 195 pays selon la reconnaissance internationale. Donc, un tiers des pays du monde correspond environ à 65 pays. Cela signifie que 33,33% des pays du monde vivent actuellement sous sanctions américaines, exclusivement américaines. Petite pause, avant qu'on ne continue, vous devez savoir que cette vidéo est sponsorisée par Kiro Games, le studio de jeux vidéo qui a fait Orion l'héritage des Koryodan, actuellement disponible sur PC et sur Xbox. Kiro Games travaille sur un autre projet très intéressant, le responsable Mboa. C'est un jeu de gestion qui te met dans une parodie sociale africaine, où vous incarnez une jeune personne qui vient de se faire recruter dans un ministère et vous devez donc gérer un certain nombre de choses. Entre votre copine qui veut être dotée immédiatement, les rénovations à faire à la maison, votre famille qui estime que tout votre argent lui appartient, lui revient de droit, vos amis qui ont besoin d'aide, la tentation de boire une bière avec la petite de dehors et tous les problèmes que vous pouvez rencontrer au travail, il y a matière à faire. C'est très immersif et personnellement, j'ai adoré. La démo du jeu est disponible pour iPhone et Android et a déjà fait plus de 60 000 téléchargements. C'est pour terminer ce jeu que le studio fait une levée de fonds, donc ouvre son capital. Vous pouvez devenir actionnaire du projet à partir de 1000 $. Je vous conseille de tester le jeu et de voir les autres réalisations du studio avant de vous décider. Ils ont mis à disposition toutes les informations nécessaires pour que vous puissiez voir leurs résultats et aussi vos potentiels gains et retours sur investissement. L'entreprise est en activité depuis plus de 10 ans. Je vous mets tous les liens en description, c'est-à-dire le lien vers la démo du jeu, le responsable Mboa, le lien vers le site d'investissement et le lien vers d'autres de leurs produits. Si vous décidez d'investir, précisez dans le questionnaire des investisseurs que vous venez de penser Kamit. Au fil des 4 dernières administrations américaines, les États-Unis ont intensifié l'utilisation du dollar comme outil stratégique, poussant les pays du monde à développer des alternatives financières et à réduire donc drastiquement leur dépendance à la monnaie américaine. Autrement dit, les États-Unis imposent des sanctions à environ un tiers des pays du monde, ce qui affecte particulièrement les nations à faible revenu. Environ 60% de ces nations subissent des sanctions américaines sous diverses formes. Selon une analyse approfondie des stratégies économiques menées par la Maison Blanche, publiée au Washington Post, les données que je donne ici, c'est selon une analyse approfondie des stratégies de guerre économique menées par les États-Unis, menées par la Maison Blanche elle-même, publiée donc au Washington Post. Cette tendance aux sanctions s'est accentuée sous les présidents successifs, culminant avec l'administration Biden, qui a instauré plus de 6000 sanctions en seulement 2 ans. 6000 sanctions en 2 ans, je pense que le gars voulait battre son record. C'est la différence fondamentale entre la diplomatie et la guerre. Et cela a désormais pris la place de premier levier de la politique étrangère américaine. C'est ce qu'a déclaré Bill Ranch, un ancien responsable du ministère commercial au journal américain. Cependant, personne dans leur gouvernement ne peut vraiment affirmer que cette tactique porte ses fruits. Bon, moi qui suis hors de leur gouvernement, je peux affirmer que ça a l'effet complètement inverse, exactement l'opposé de ce qu'ils veulent faire. La surutilisation du dollar comme arme économique par Washington a pris un tournant décisif après les attaques de 2001. Vous voyez de quelle date on ne peut pas prononcer sur YouTube, sinon censure. Avant cet événement en 2001, les sanctions étaient surtout destinées aux États définis comme étant des voyous par les États-Unis eux-mêmes. L'ironie, si vous n'avez pas compris, c'est que l'État voyou par excellence définit quel autre État est voyou. C'est en fait ça. Par exemple, il pointait du doigt Cuba ou encore la Libye dans le but de les exclure du système financier mondial et de promouvoir des changements de régime, des régimes beaucoup plus amis avec eux, en gros des régimes qui leur seront totalement soumis. Les sanctions contre Cuba, qui remontent aux années 1960, ont été principalement justifiées par la lutte contre le communisme durant la guerre froide. Après la révolution cubaine de 1951 menée par Fidel Castro, Cuba est devenu un allié proche de l'Union soviétique, adoptant donc une idéologie marxiste-léniniste. Les États-Unis, engagés dans la doctrine de Truman et la politique de confinement du communisme, ont vu Cuba comme une menace directe à leurs intérêts stratégiques dans l'hémisphère occidental. Ce qui n'est bien sûr pas totalement la vérité. Généralement, ce que je viens de vous dire là, c'est ce qu'on va vous enseigner à l'école. Mais en réalité, au-delà du communisme, les sanctions visaient à maintenir la suprématie américaine dans les Caraïbes en Amérique latine. Cuba représentait un résistant à l'hégémonie américaine. Voilà la véritable raison.
L'alliance de Castro avec l'URSS menaçait l'équilibre géopolitique de la région, surtout après la crise des missiles de 1962. De plus, et ça c'est extrêmement important qu'on se rappelle à chaque fois, c'est vraiment, on cherche l'argent. Il y avait l'argent en jeu. Avant la révolution, les entreprises américaines avaient des intérêts substantiels à Cuba, gigantesques, notamment dans les secteurs du sucre et du tourisme. La nationalisation des biens étrangers par Castro a provoqué une réaction très brutale de Washington. Il ne faut pas négliger la dimension symbolique. La persistance des sanctions reflétait le désir de ne pas perdre face à un petit État que les Américains considéraient comme rebelle et qui était seulement situé à 145 km de la côte américaine. C'était en fait ça le point. L'histoire avec la Libye n'est pas loin de ça, hein. Les sanctions contre la Libye, surtout dans les années 90, 1980 à 1990, étaient principalement justifiées par des accusations de soutien au terrorisme. C'était littéralement ça la raison officielle qu'ils avaient avancée pour signer les protocoles. Les sanctions visaient officiellement à forcer Kadhafi à cesser ses activités de soutien au terrorisme et à se conformer aux enquêtes internationales sur les attaques et à limiter par la même occasion les ambitions militaires et nucléaires de la Libye. Point qu'on doit noter dans ces schémas. La première chose, c'est que pourquoi ce sont les Américains qui doivent juger? C'est un point intéressant à soulever. Et ensuite, ce sont les Américains. Rendez-vous bien compte du pays. Les plus grands investisseurs du terrorisme, les gars qui donnent le plus d'argent aux terroristes, qui accusent d'autres pays de financer le terrorisme. Vous voyez comment on joue avec l'histoire. C'est seulement en grandissant et en ayant des informations que l'on comprend véritablement qui on a en face de nous. Des gens sans foi, sans morale. Je peux même pousser encore le délire parce que c'est aberrant le niveau de cruauté qu'ils peuvent déployer. Les sanctions contre la Libye ont été renforcées dans les années 1990 avec cet espoir d'isoler la Libye économiquement et diplomatiquement. Derrière la rhétorique antiterroriste alors, les sanctions contre la Libye avaient des intérêts et des motivations qui étaient principalement énergétiques et un chouïa géopolitique, mais principalement énergétique. La Libye possède de gigantesques réserves de pétrole. Et bien que les entreprises américaines aient été initialement présentées dans ce secteur, le régime de Kadhafi avait nationalisé les ressources pétrolières du pays et mis en place donc une politique étrangère indépendante. Cela a entraîné des conflits avec toutes les puissances occidentales parce qu'ils étaient absolument tous impliqués, tous jusqu'au dernier. Et ce que eux ils voulaient, c'était maintenir leur contrôle sur les flux énergétiques mondiaux. Le régime de Kadhafi incarnait également une figure de défi contre l'ordre occidental, exactement comme Fidel Castro, s'alliant donc avec les régimes anti-impérialistes et s'inscrivant dans des mouvements de souveraineté réelle, ce qui ne plaît absolument pas à l'Occident. Les États-Unis et leurs alliés percevaient Kadhafi comme un fouteur de troubles parce que leurs troubles à eux étaient dérangés, d'autant plus qu'ils estimaient que cette région était à eux et que dans cette région, ils avaient de gros intérêts économiques, stratégiques et sécuritaires. À cette époque qui n'est pas si lointaine que ça, comme je le disais, bien qu'extrêmement amorale, les sanctions étaient utilisées modérément et avec stratégie. C'est à partir de 2001 que les administrations américaines successives ont de plus en plus souvent fait recours aux sanctions pour isoler les pays, avec un intérêt accru pour l'Asie de l'Ouest et les régions plus à l'Est. Cette explosion de sanctions économiques américaines a engendré quelque chose de très vicieux. Ça a en fait engendré la création d'une industrie parallèle de lobbying et d'influenceurs qui pèsent des milliards de dollars. Et dans ce lobbying, on a des gouvernements étrangers, des multinationales qui dépensaient et qui dépensent toujours des sommes considérables, gigantesques, pour manipuler le système de sanctions en leur avantage. Le rapport publié par le Washington Post précise que le Congrès a rapidement pris part de cette dynamique, submergeant le département d'État et la Maison-Blanche de propositions de sanctions dont la plupart avaient pour objectif unique d'éliminer les concurrents étrangers pour les industries locales. Donc j'ai un problème avec X pays qui a une entreprise qui fait X voitures et je fais en sorte qu'on sanctionne le pays là pour favoriser mon usine de fabrication de voitures. Est-ce que vous voyez le niveau vicelard de ces gars? Le rapport raconte aussi qu'en 2011, lors d'une fête de fin d'année, Adam Zubin, alors directeur de l'Office de contrôle des avoirs étrangers, OFAC, a chanté avec beaucoup d'humour une parodie musicale intitulée « Chaque petite chose que nous faisons est une sanction ». Ils s'en moquaient. À l'origine, les sanctions dites intelligentes devaient fonctionner comme étant un menu flexible, permettant d'adapter la punition à l'infraction et aux vulnérabilités spécifiques du pays.
Du moins, c'est ce qu'explique George Lopez, un spécialiste des sanctions à l'université de Notre-Dame au Washington Post. Cependant, les décideurs, les grands Manitou, l'État profond américain, semblent avoir choisi de submerger leur assiette de buffet de sanctions, emplissant donc des sanctions de manière indiscriminée. Bon, déjà, il y a deux choses que je note dans cette déclaration que le monsieur a fait. La première, c'est que les États-Unis, un pays qui existe depuis à peine 2 jours, parle de punition à d'autres pays qui sont là depuis des centaines, voire des milliers d'années. C'est-à-dire comme si c'était lui le papa. Vous savez, même mentalement, psychologiquement, vous réalisez bien qu'on ne peut pas punir une personne si on se sent égal à la personne. Non, on ne peut punir que s'il y a un esprit, s'il y a une reconnaissance de domination. Donc, ils sont littéralement à fond dans cette croyance selon laquelle le peu d'avance qu'ils ont eu durant la Seconde Guerre mondiale leur permet de punir les autres à souhait et surtout de penser qu'il n'y aura pas de revers. Le retour du bâton serait extrêmement violent. La seconde chose, c'est qu'ils le disent sans détour. C'est donc important de comprendre dans quelle psychologie est-ce que ces gens se trouvent. Et en comprenant dans quelle psychologie ils se trouvent, on va vite réaliser qu'on ne peut pas négocier avec eux. On ne discute pas de morale avec des gens qui n'en ont pas. Cette approche de sanctions, largement adoptée par plusieurs administrations successives à la Maison-Blanche, semble ignorer, ou je dirais ignore volontairement les effets destructeurs de ces mesures économiques coercitives sur les populations civiles principalement. C'est toujours les populations civiles et les plus pauvres que ça touche. De nombreuses études montrent que les sanctions causent des souffrances incommensurables, allant jusqu'à entraîner la mort de centaines de milliers de personnes. Elles affectent notamment la santé publique, provoquant une pénurie de médicaments essentiels. Peu de temps même d'ailleurs après l'entrée en vigueur des sanctions, ce sont même les premiers secteurs qui sont les plus touchés. Et d'ailleurs, même la production de médicaments aux États-Unis est affectée. C'est grandement affecté, déjà par le manque de composantes ou de pièces détachées pour les équipements médicaux. Cette pénurie ne concerne pas uniquement les appareils médicaux, mais touche aussi des infrastructures cruciales, comme les générateurs d'électricité. Les pannes fréquentes entraînent des conséquences graves. On parle de perte de vaccins, de médicaments, de ventilateurs et d'autres dispositifs vitaux. C'est donc comme ça qu'il y a des centaines de milliers de personnes qui meurent dans l'ombre, victimes de masses silencieuses. Complètement silencieux et qui passe presque inaperçu dans une région en crise provoquée par les États-Unis. Ben Rhodes, ancien conseiller adjoint à la sécurité nationale sous Obama, ajoute dans le Washington Post que, à Washington, il semble désormais presque instinctif. Et ça relève d'un réflexe de sanctionner dès qu'un événement grave se produit quelque part dans le monde sans véritable logique derrière les réactions. Ils n'ont pas besoin de réaction, ils n'ont pas besoin d'études. Dès qu'il y a un truc qui les déplaît, sanction. Il souligne également que le gouvernement américain ne réfléchit pas aux impacts secondaires des sanctions de la même manière qu'il considère les dommages collatéraux de la guerre. En 2021, des fonctionnaires du département du Trésor américain ont proposé une refonte en profondeur du système de sanctions pour l'administration Biden, qui avait été nouvellement élue. Si ça avait été validé, ça aurait représenté la plus importante révision de cette politique depuis des décennies. Bien évidemment, la Maison-Blanche a choisi de ne pas l'adopter. C'était logique, non? Ils ont tout simplement préféré maintenir en place des milliers de sanctions contre des dizaines de pays et en instaurer de nouvelles. Parce que ce qui était là, ce n'était pas suffisant. Il fallait qu'on ajoute les sanctions sur les sanctions. Lorsque le Trésor américain a finalement publié sa revue des sanctions 2021 en octobre 2021, le document initial de 40 pages avait été réduit à 8 pages et ne conservant que les recommandations les plus diluées. Des tentatives similaires pour réviser les politiques de sanctions économiques américaines ont échoué en 2022 après l'éclatement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Pendant longtemps, des décideurs politiques occidentaux, l'État profond des pays occidentaux, ont maintenu une foi inébranlable dans l'efficacité des sanctions, malgré le fait qu'elles n'aient produit aucun résultat escompté dans l'écrasante majorité des pays où cela a été appliqué. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le directeur de la Bourse et Bazaar Foundation. En gros, dans l'article, il expliquait que les responsables politiques des sanctions semblent ignorer. Moi, je ne dis même pas à chaque fois semble, parce qu'ils ne sont pas bêtes, ils ignorent tout simplement. Semblent donc ignorer la nécessité de comprendre les effets réels de ces mesures. Et moi, je dis, ils ignorent. Il faut exprès. La persistance des États-Unis à utiliser les sanctions a conduit de nombreux pays à envisager, et même d'ailleurs à le faire, à réduire les dépenses du dollar américain dans tout le commerce international qu'ils ont avec les autres.
des organisations économiques alternatives comme les BRICS, le Mercosur ou l'Organisation de la coopération de Shanghai, OCS, ont par conséquent suscité un intérêt croissant. Ça a commencé à plaire au public. Les gens ont dit, vu que les gars du dollar là, nous emmerdent tout le temps avec les sanctions, je pense qu'on va aller voir des alternatives. Et actuellement, ces alternatives sont en train de brûler le dollar. C'est en fait ça qui est en train de contribuer massivement à la destruction extrêmement rapide, beaucoup plus rapide du dollar que ce qui était prévu. Actuellement, le dollar est en déclin et ils tentent le tout pour le tout afin de faire revenir dans cette monnaie vouée d'abord même à la mort. Ils veulent faire, en fait, ils veulent donner un sursis à cette monnaie cadavérique. Et ils sont tellement en train de tenter le tout pour le tout où ils sanctionnent désormais les pays qui veulent sortir du dollar. C'est risible, n'est-ce pas? C'est tellement ironique. Voilà, c'est ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez appris de nouvelles choses et on se retrouve une prochaine fois.